Merci à tous d'être là. Alors cette mission m'a été confiée en fait par le CESTUDEC au départ. Donc c'est le centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis, un centre italien spécialisé sur l'intelligence économique, et qui m'a demandé de faire une mission sur une ONG. Donc je me voyais déjà refaire quelque chose sur les réseaux Soros, quelque chose où j'étais à l'aise et j'étais bien content. Et on m'a dit que c'était sur Greenpeace. J'étais un peu embêté puisque au départ j'ai plus de la sympathie pour Greenpeace. Je me rappelle quand j'étais ado, où on m'avait passé la liste noire des OGM de Greenpeace, je me suis dit enfin des gens qui se battent pour l'écologie, qui font des choses bien, des choses justes contre les puissants de ce monde. Et bon, j'ai complètement déchanté avec le travail que j'ai fait sur l'ONG. Et malgré tout, je souhaiterais quand même qu'on dédie cette petite conférence à Greenpeace, à plus d'un titre, puisque l'ONG existe depuis près de 50 ans maintenant. Dans les années 70, ils étaient quand même courageux, c'est quelques activistes qui allaient sur un bateau et défiaient les tentatives d'essais nucléaires, ou qui se mettaient entre les harpons des baleiniers et les baleines. Il fallait, comme on dit vulgairement, avoir quand même une sacrée paire de coronets pour faire ça. Et c'était à l'époque. Petit à petit, ils se sont diversifiés. Ils se sont intéressés à d'autres sujets comme les OGM, le plastique PVC, la chlorine ou les énergies renouvelables, qui seront notamment au centre du cas de garde d'information que je vais vous présenter. Mais malgré ça, je pense que malgré les dérives de l'ONG et de sa direction, de son idéologie, de son agenda, beaucoup d'entre nous ont sûrement été militants dans leur vie. Faut reconnaître quand même le courage des militants, leur dévouement, le fait qu'il y ait beaucoup de bénévoles, des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui sont sûrement des écolos sincères, et qui vont faire quand même émerger cette problématique, même si vous n'êtes pas sans ignorer que dans les années 70, il y a d'autres personnes qui sont agrégées au combat écologique, même qui ont été un peu à l'origine, c'est des gens comme Henry Kissinger et David Rockefeller. Et niveau philanthropie, c'est quand même moyen, quoi. Mais bon, voilà. Donc, pour les militants sincères de Greenpeace, cette conférence. Alors, comment se présente Greenpeace ? Vous connaissez l'ONG, elle se présente souvent comme David contre Goliath. Donc, il va falloir redéfinir un petit peu ce que ça veut dire. Est-ce que c'est David ou est-ce que c'est Goliath ? Ces détracteurs la présentent comme une multinationale verte. Et on pourrait dire qu'à plus d'un titre, en effet, c'est une multinationale. Déjà, elle est présente dans une cinquantaine de pays. Donc c'est en effet multinational. Ensuite, sur leurs recettes, en 2016, Greenpeace, à travers le monde, qu'on appelle Greenpeace Worldwide, a eu 342 millions d'euros de recettes. Donc pour un David, ça fait quand même pas mal d'argent. Et en parallèle, ils ont quand même 2500 salariés, 36 000 bénévoles. Les deux directrices exécutives de Greenpeace International sont payées chacune environ 8 000 euros par mois, brut. Le directeur de la section néerlandaise est payé selon ses compétences entre 5 300 et 7 470 euros bruts par mois pour 40 heures hebdomadaires. Et à côté, il y a un article du Figaro qui rapportait que en France, un patron de TPE touche 4 200 euros nets par mois pour 47 heures de travail hebdomadaire et 19 jours de vacances par an. Voilà, le David est peut-être plutôt de ce côté-là. Et en plus de ça, comme l'a présenté Pierre-Yves, à l'ère de l'information, on peut dire un peu, pour reprendre mot, que là l'information c'est un peu le fait social total. Tout est information, on ne parle que d'information, d'accélération de l'information, transmission de l'information, bref, tout est information. Et donc, qui est puissant aujourd'hui ? C'est, pour reprendre un peu la définition d'Arbulot, qui est-ce qui peut contraindre sans avoir à employer la force ? C'est celui qui maîtrise l'information, ou qui maîtrise la manière dont est diffusée l'information. Bref, si on arrive à faire une présentation de soi, et qu'elle est reprise par des caisses de résonance multiples, comme les médias par exemple, qui reprennent cette propre présentation, David contre Goliath, on peut dire qu'on maîtrise son information et qu'on est un acteur fort, quel que soit notre pouvoir économique. Et en face, vous avez les prétendus Goliaths, donc les puissances économiques ou les puissances politiques, les États, qui sont censés être très forts. Mais vous le voyez, en termes de garde de l'information, une entreprise ou un État est souvent sur la défensive. Et si une entreprise attaquée essaye de se défendre, par exemple sur des accusations d'atteinte à l'environnement, elle sera accusée de faire de greenwashing. Quand il y a eu la COP21 et que par exemple EDF, dont je traiterai, a mis en avant certaines initiatives, ils ont été accusés de faire de greenwashing. Bref, ça suffit jamais en fin de compte pour les ONG environnementales et pas que Greenpeace. Et en plus, ces grandes entreprises sont un peu dirigées à la papa, c'est-à-dire que quand elles se font violemment attaquer, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme réponse ? Elles vont dire non, c'est pas vrai, nous faisons un communiqué, nous nous indignons par les attaques que nous subissons. Mais c'est trop tard. Sachant qu'en plus, on garde l'information, c'est la personne qui est à l'origine de l'offensive qui a l'avantage. Avec un ami ici présent, on discutait du cas du saumon, que vous connaissez peut-être au travers des attaques du Pew Charitable Trust notamment, et des attaques qui ont été menées par certains intérêts économiques et des trusts caritatifs qui se présentent comme indépendants et bienveillants,
contre la culture du saumon en Europe. Et l'idée, c'était de dire qu'il y avait beaucoup de... je crois que c'était du mercure dans ce poisson, bref, que ça contenait plein de saloperies. Mais pour résultat, vous savez quoi? Ça a eu rapidement une chute des ventes de 70% de ces producteurs de saumon, en Norvège et en Écosse. Alors que derrière, c'était une opération de guerre économique, tout simplement. Donc le Goliath ici, ça serait plutôt celui qui maîtrise parfaitement le cycle de l'information. C'est pour ça qu'il faut, pour répondre à des attaques, faire comme le préconise Christian Arbulot, faire une gestion offensive de l'information, une guerre de l'information, dit autrement. Là, je vous ai reproduit, je ne sais pas si vous les voyez, c'est loin, c'est petit, c'est pas grave, c'est pas important, je vais les lire. Les 5 étapes clés du travail de Greenpeace, donc c'est chronologique, ça commence par l'investigation, ça finit par le suivi législatif et juridique. Ça vient d'un rapport de la Cour des comptes qui avait analysé Greenpeace France et qui avait tiré ses infos du rapport annuel 2010 de l'ONG. Donc au début, première étape, l'ONG est censée faire de l'investigation. Par exemple, savoir, mais est-ce que le nucléaire c'est vraiment dangereux, pourquoi ça l'est? Bon, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui globalement du fact-checking. Et ils se donnent un peu une contenance scientifique. Ils n'hésitent pas à le rappeler que leurs rapports ont une qualité scientifique. Donc, le lobbying classiquement vient après. Et nous, on les connaît surtout pour l'action, l'agite propre. Vous savez, quand ils ont leur banderole ou qu'ils font des actions qui sont assez originales d'ailleurs, contre diverses structures. Et ça, on peut leur reconnaître énormément d'inventivité. Et après, information et mobilisation, donc ça vient un petit peu entre-temps avec la distribution de tracts et puis diverses opérations de com'. Et derrière, ils font en effet, c'est pas du pipeau, ils font du suivi législatif et juridique. Je vous renvoie au site qu'a fait Transparency International, qui pour une fois, qui sur ce coup a fait du travail que j'apprécie, qui s'appelle Integrity Watch de mémoire, et qui analyse au niveau européen les rendez-vous des acteurs économiques et des ONG avec des commissaires européens et les thèmes qui sont traités. Donc en effet, ils font pas mal de lobbying au niveau européen. Il n'empêche que... par quoi se manifestent ces actions, par exemple, qui sont au cœur de leur dispositif? Est-ce que c'est de l'influence ou est-ce que c'est de l'émotion? La question est importante parce qu'on touche au cœur du mécanisme de guerre de l'information de Greenpeace. Je vous ai pris une image du cerveau. Donc le cerveau reptilien qui est lié à la survie, on s'en fout, on va le laisser de côté. Mais vous avez le néocortex. Le néocortex, c'est le siège du raisonnement. Quand vous lisez un article, ça fait appel à votre logique, à votre réflexion, et c'est ce qui est sollicité. Et les neurosciences ont montré que ce qu'on appelle le siège de la conscience, se situe dans le cortex préfrontal, donc du néocortex. Ce cortex préfrontal peut être saturé soit par de la junk food, on va dire de la nourriture sucrée, des boissons sucrées, de la nourriture grasse, mais il peut être aussi saturé par des émotions qui sont trop importantes, c'est-à-dire un stress abondant. Et à partir de là, vu que le cerveau fonctionne à l'économie, vous allez basculer directement sur les circuits limbiques. Dit autrement, si vous êtes soumis par exemple à la télé, puisque Vladimir Volkov avait montré que la télé, par le médium de l'écran en fait, et avec la mise en condition qu'il y a derrière, qui en rajoute, c'est-à-dire, par exemple, on voit un ours polaire tout maigre, on voit ses petits oursons, il y a une musique larmoyante, il y a un commentaire qui nous indigne, il y a tout ce qui va avec, il y a le rôle d'acteur économique qui est pointé, on va s'indigner. Et ça va passer directement au stage de l'émotion, on va être plus suggestible. C'est ça, c'est quand on bascule sur les circuits limbiques, on devient plus suggestible. Ensuite, vous avez ce qu'on a appelé la construction de la réalité, qui est quelque chose qui peut paraître un peu technique, mais qui est très important. Comment fonctionne votre cerveau? C'est-à-dire que chacun, on est différent, et on va avoir des influences différentes selon 3 critères. L'influence innée, c'est-à-dire les facteurs génétiques, ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, puisque génétiquement on est tous différents. Ensuite, ce qu'on appelle l'habitus, les expériences de vie, les expériences qu'on fait. Et en troisième lieu, ce qu'on pourrait rajouter avec les facteurs environnementaux, je vous renvoie à un livre très complet qui s'appelle Neuroesclave sur le sujet. Les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les facteurs contextuels qui vont faire émerger en vous un type de personnalité. C'est-à-dire que la personnalité n'est pas indivisible, mais nous sommes divisés en une multiplicité de personnalités contextuelles. Et en fonction de ces 3 facteurs, il y a une personnalité qui va émerger ou une autre. Et le lien avec mon propos, c'est que ces 3 facteurs font que quand des données que votre cerveau met en forme, c'est-à-dire de l'information, qui crée de l'information, quand des données vous sont transmises, par-dessus, vous allez les analyser, et en fonction de ces 3 facteurs, vous allez construire votre réalité. Pour le dire autrement, si je vous dis nucléaire, vous allez peut-être penser pollution, danger, radioactivité,
Et ça, en fait, c'est un travail en amont sur les mots-clés qui vont conditionner votre comportement et la manière dont vous allez construire votre réalité. Et dès le départ, il y a un biais. Et ça facilite le travail de manipulation et de suggestion. Et Greenpeace est très forte là-dessus. C'est ce qu'on appelle plutôt, comme disait Bernès, de l'ingénierie du consentement. Et on est loin de la simple influence qui résulterait de l'information. Tout est influence. Ma manière de parler, les arguments que je vais vous mettre, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai un t-shirt de black metal plutôt que de mettre un costard et une cravate. Des choses aussi infimes vont constituer de l'influence. Mais là, avec Greenpeace, comme vous l'avez déjà vu peut-être avec le regard de l'information, on est plutôt dans le registre de l'émotion. Il y a un autre exemple qui le prouve. Une fois, ils ont fait une erreur. C'était pour les 20 ans de Tchernobyl. Ils ont envoyé un communiqué incomplet. Et dans ce communiqué, à la fin, il y avait marqué en majuscule et entre crochets « Remplir ici avec un factoïde alarmiste et apocalyptique ». Et donc ils avaient oublié, ils n'ont pas mis fait, ils ont mis factoïde, c'est-à-dire quelque chose qui suscite l'émotion. Et là, la volonté de manipuler les destinataires est patente. Donc la digression est un peu longue, mais je pense qu'elle est essentielle pour la suite. Donc, je serai mesuré, je ne parlerai pas de fake news, on va parler de biais. Je vais donner quelques cas. Vous connaissez peut-être l'affaire Brent-Spar. C'était en février 1995, quand Shell a voulu couler sa plateforme Brent-Spar, l'envoyer par le fond, puisque c'était une plateforme pétrolière qui n'était plus en usage depuis le début des années 80. Alors, en avril 1995, Greenpeace a commencé à faire tout un foin. Les militants ont investi la plateforme pendant plusieurs semaines et ont fait une telle guerre de l'information que, en juillet 1995, au G7, ça a pris encore plus d'ampleur. Il y a même des stations-service de Shell qui ont été incendiées. Shell a fait une expertise pour dire le mieux écologiquement, économiquement, c'est de l'envoyer par le fond. Greenpeace a fait une contre-expertise, a dit non, c'est pas vrai, vous avez menti là, vous avez menti là. Bref, il y a eu une telle guerre de l'information que Shell a été obligé de remorquer la plateforme et de la démanteler à terre. Et en même temps, ils avaient missionné un bureau indépendant. Donc ensuite, c'est pas le fait qu'ils soient indépendants, parce que je suis assez critique sur tout ce qu'on appelle indépendant, en premier lieu avec les ONG. Mais ce qui importe ici, c'est que Shell a missionné ce cabinet indépendant, et qu'ensuite, quand ils ont fourni les résultats, le cabinet a dit, mais en fin de compte, c'est Shell qui a globalement raison, à part une ou deux erreurs de calcul, Shell a globalement raison, et plus proche de la vérité. Greenpeace s'est excusé publiquement, a reconnu son erreur, mais ça ne les empêche pas, encore aujourd'hui, sur leur site internet, de présenter comme une victoire. Premier biais. Le deuxième, en France, petit jeu de mots, opération Leclerc obscure, menée par Greenpeace, qui accusait Leclerc de ne pas lutter contre les pesticides. Premier automatisme de Leclerc, ils poursuivent Greenpeace en justice. Bon, assez rapidement, Leclerc baisse son froc, dit non, on va travailler avec vous, on va réduire la quantité de pesticides dans l'agriculture, ça va le faire. Réaction de Greenpeace, vu que c'était un signe de faiblesse de Leclerc, ils ont attaqué encore plus fort. Et c'est l'ANPP, l'Association nationale pomme-poire, qui a dit mais il y a des erreurs dans le rapport de Greenpeace, ils n'ont pas analysé une seule pomme, parce qu'ils avaient produit un rapport. Ils n'ont pas analysé une pomme, ils ont analysé juste les eaux et le sol. Et ils ont invité Greenpeace à venir voir comment ça se passait dans les vergers, et Greenpeace a refusé. Et j'avais lu sur le site Que Choisir qu'il y a l'avocat de Greenpeace, quand Greenpeace était poursuivi en justice, qui a dit mais non, quand on parle de pommes, en fait il faut le prendre comme dans Blanche-Neige. Et vraiment, il a dit ça. Et quand on parle de pommes, c'est pour frapper l'esprit du consommateur par une sorte d'allégorie. Et ça n'a pas prétention scientifique. Mais sur son site, Greenpeace disait notre rapport est quand même carré au niveau scientifique. Donc c'est encore un double discours qu'on retrouvera plusieurs fois. Troisième cas, OGM. C'est moi, depuis que je suis ado, on m'apprend tellement de choses. Je suis au départ 100% opposé aux OGM. Et il y a cette affaire du riz doré que vous connaissez peut-être, qui est un riz OGM et qui a été dont les détails techniques ont été publiés en 2000. Alors pour faire bonne mesure et être honnête, l'initiative a notamment été financée par les Rockefeller, faut le dire. Mais l'idée paraît plutôt bien, et que je sache, c'est libre, la licence est libre de droit. Ça aurait pu être expérimenté, mais Greenpeace a fait encore une guerre d'information en disant non, on s'oppose à 100% aux OGM, pas d'OGM, on ne sait pas les conséquences, c'est dangereux. Sachant qu'aussi, vous avez peut-être vu en 2016, il y a 100 prix Nobel qui ont demandé à Greenpeace d'arrêter d'être aussi dogmatique sur les OGM. Et le truc du riz doré, donc il est doré en termes de couleur, c'est qu'il contient du bêta-carotène. Et synthétisé par le corps, le bêta-carotène se transforme en vitamine A. Et en 2005, l'OMS a mis en lumière qu'à travers le monde, il y aura 190 millions d'enfants et 19 millions de femmes enceintes qui manquent de vitamine A. C'est pour ça que par la suite, un des deux inventeurs du riz doré a poursuivi Greenpeace pour crime contre l'humanité, et que Patrick Moore, un des cofondateurs de Greenpeace,
tient une banderole dans la diapo que vous verrez ensuite, où il y a marqué Merci Greenpeace, 8 millions d'enfants morts. Voilà. C'est-à-dire que si Greenpeace avait été moins dogmatique, peut-être que ça aurait sauvé des millions de gamins, je sais pas, je vais pas faire d'influence ou de manipulation sur le sujet, mais ça aurait peut-être bénéficié à des gamins qui n'avaient pas de quoi manger. Et quatrième affaire, vous remarquerez que au niveau des caisses de résonance, c'est un bon exemple. Vous voyez à peine 3 militants de Greenpeace, et en haut, ils sont pas bien nombreux non plus. Greenpeace se présente aussi, ça j'ai oublié de vous le préciser, comme ayant 3,2 ou 3,3 millions de soutiens à travers le monde. Sachant que si vous donnez ici chacun 5 euros par mois à Greenpeace, vous êtes considéré comme un soutien. Donc ce n'est pas le nombre de membres, c'est encore une présentation un peu biaisée. Bref, pour le cas ici, vous avez Resolute, ou Résolu, au Canada, qui est un exploitant forestier, qui a été accusé par Greenpeace de nuire aux caribous. Greenpeace est allé jusqu'à mettre la pression sur les clients de Résolu, en disant arrêtez de bosser avec eux, vous voyez ce qu'ils font, c'est un scandale. Et ils ont traité publiquement Résolu de destructeur de la forêt. Donc Résolu qui a été certifié éco-responsable, puis qui a perdu la certification et qui je crois l'a regagné par la suite, bref, a dit d'accord, on porte plainte pour diffamation, ingérence délictuelle et violation de marques de commerce. Et c'est pour ça que je parlais de la loi RICO, c'est qu'ils se sont appuyés sur la fameuse loi RICO, contre les organisations qui essaient de faire du racket. Et là Greenpeace a botté en touche, à nouveau. Donc vous avez ici l'image dont je vous parlais. Et là, je crois que c'est Résolu qui l'a réalisé. Vous avez ce que dit publiquement Greenpeace. Vous pourrez retrouver l'image sur internet, je ne vais pas vous lire les petites lignes. Mais ce que dit publiquement Greenpeace et ce que Greenpeace dit pendant le procès. Et c'est le jour et la nuit. Et publiquement, Greenpeace se présente encore comme un combattant de l'environnement. Et en privé, ils reconnaissent leurs erreurs. Ils disent non, mais quand on parle de destructeur de la forêt, c'est une hyperbole rhétorique. Voilà. On est loin du sérieux scientifique. Et ça n'empêche pas Greenpeace, sur d'autres sites internet, de ces sections diverses, de dire une entreprise veut museler la société civile et l'empêcher de s'exprimer, Résolu nous attaque, etc. Soutenez-nous. Voilà, pour la présentation de Greenpeace. Je vais passer à sa structure, j'ai un peu mentionné déjà. Greenpeace, ce qu'on appelle Greenpeace Worldwide, c'est un ensemble de 50 chapitres nationaux et régionaux, en plus de toutes les sections locales. Et il y a en plus Greenpeace International, qui est la fondation Greenpeace, dont je vais parler après. Alors, Greenpeace International. Je parle pas néerlandais, donc je sais pas si on dit Stichting ou Stichting, peu importe. Pourquoi les domiciliés aux Pays-Bas? C'est un petit peu pour les mêmes raisons que U2, si vous avez suivi l'actualité récente. C'est que là-bas, elle bénéficie du statut ANBI, c'est-à-dire que c'est une organisation reconnue d'utilité publique. Elle se finance donc avec les subventions des bureaux nationaux et régionaux, ce qui est normal, ça lui permet de redispatcher aux autres organisations de Greenpeace qui n'ont pas les moyens de tenir. Et ça lui permet aussi d'agir, de faire du lobbying. Elle est financée par des subventions, des dons, des legs, son propre capital. Bref. Et ce statut NBI, ça lui permet, au lieu de payer 30 à 40% d'impôts sur les donations, de payer zéro, tout simplement. Donc c'est une belle optimisation fiscale par cette domiciliation aux Pays-Bas. Elle est signataire de la charte Accountable Now, dont l'ancien nom est INGO Charter, c'est-à-dire la charte des ONG internationales, qui a été lancée notamment par Transparency International. Ce qui lui enlève tout crédit, puisque si vous avez suivi un petit peu ce que fait Transparency International, vous avez vu la conf sur Soros. Transparency International a été massivement financé par Soros et encore des fonds de la part de Soros, notamment dans ses divers chapitres. Et le truc, c'est que Soros a fait son pognon, sa fortune, grâce à l'offshore, grâce à l'opacité, et pas à un seul moment, Greenpeace International n'en parle. Transparency International, pardon. Tout comme Transparency International n'a pas parlé du fait que Soros a transformé son hedge fund en family office quand ça permettait de soustraire des obligations de transparence il y a quelques années, après avoir été un hedge fund pendant 40 ans. Et parmi les signataires, donc Greenpeace, vous avez, où on trouve aussi Greenpeace, vous avez aussi pas mal d'ONG des réseaux Soros, ce qui enlève pour moi toute crédibilité à cette initiative. En dernier lieu, il y a un conseil, il y a un bureau, je n'insisterai pas là-dessus. On est loin des profils de militants, on voit beaucoup de managers et beaucoup d'universitaires. Et je mentionnerai juste pour l'anecdote que l'ancien directeur exécutif de 2009 à 2015, c'est Kumi Naidoo. Pour ceux qui ont lu le livre de Carol Quigley, Anglo-American Establishment, Kumi Naidoo est un boursier Rhodes, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Une petite information, parmi les autres boursiers Rhodes, on trouve Bill Clinton et un ancien chef de la CIA aussi.
Quelles sont les dépenses de Greenpeace International? C'est un petit graphe que j'ai réalisé à partir de tous les rapports qu'on trouve depuis 1994, c'est le premier disponible sur le site. Donc c'est pas très important en tant que tel, mais c'est juste pour vous montrer que depuis quelques années, ils sont sur une bonne dynamique de croissance au niveau des subventions qu'ils attribuent à leurs différents bureaux. Je vais mettre en perspective avec un autre graphe que je vais vous présenter juste après. Et vous avez ce qu'on appelle Greenpeace Worldwide, dans toutes les sessions, plus Greenpeace International. Dans le livre, j'ai pas pu me concentrer sur toutes, j'ai dû sectoriser, comme j'ai dû sectoriser les thèmes, c'est-à-dire qu'au début, le CESUDEC m'a demandé d'étudier la communication d'influence de Greenpeace contre les entreprises. Mais bon, ils existent depuis 50 ans, 50 chapitres, ils tapent de je sais pas combien de sujets, donc j'ai dû circonscrire, et je me suis concentré juste sur le pétrole et le nucléaire qui sont des enjeux stratégiques. Là, Greenpeace Worldwide, donc je traitais des États-Unis, je vous donnerai juste 3 anecdotes. C'est que, alors c'est peut-être lié à l'élection de Trump, je sais pas, mais entre 2015 et 2016, ah bah non c'est 2015-2016 donc ça compte pas, mais les subventions du fonds Greenpeace qu'il y a aux États-Unis, puisqu'il y a un fonds Greenpeace, à la branche nationale de Greenpeace, et les fonds de Greenpeace International à Greenpeace États-Unis ont été multipliés par plus que 2. Premier élément. Deuxième élément, qui est assez surprenant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'OGM aux États-Unis. Depuis une vingtaine d'années, les surfaces OGM augmentent à travers le monde. Et même s'ils mènent des campagnes sur le thème de la nourriture durable, ils n'ont pas de programme dédié à la lutte contre les OGM ou l'agriculture durable, ou ce qu'ils appellent aujourd'hui Food for Life, la nourriture pour la vie. Et troisième élément, en quelques années, ils ont divisé le budget alloué à la lutte contre les déchets toxiques par 5. Pourtant, l'Agence de protection de l'environnement américaine a mis en lumière qu'il y a plus de 1300 sites qui sont classés comme sensibles au niveau des déchets. Donc on aura pu s'attendre à ce que Greenpeace dépense plus d'argent. Mais là, ça met aussi en lumière un autre côté de Greenpeace, qui est d'investir surtout sur des thèmes qui sont très médiatisés aujourd'hui. Principalement climat et énergie et les océans. Pour les océans, je vous renvoie à tous les travaux d'Yann Giron sur la financiarisation des services écosystémiques. Ce gars-là, il a tout traité en long, en large, en travers depuis des années. L'Allemagne, de très loin, la plus grosse, la plus énormissime, même section de Greenpeace. Et j'en traiterai plus amplement dans le cadre de guerre de l'information que je vous exposerai. Pour juste dire à titre d'exemple qu'en 95 et 96, l'Allemagne représentait respectivement 46 et 53% des subventions qui allaient de l'ensemble de Greenpeace Worldwide à Greenpeace International. Pour en savoir plus sur pourquoi de cette importance de l'ONG en Allemagne et des autres ONG environnementales, je vous invite à voir le livre de William Markham qui est en anglais sur les organisations environnementales dans l'Allemagne moderne. France, je parlerai juste de trois de leurs présidents. Donc Robert Lyon, ancien directeur ou président de la Caisse des dépôts et consignations. Pascal Hustings, un ancien de la finance luxembourgeoise qui se rendait au boulot en avion. Et Bruno Rebel, qui lui a ensuite proposé ses services à des anciennes cibles de Greenpeace. Les Pays-Bas. Donc la branche néerlandaise est très institutionnalisée. Et je pense que le détail le plus important, c'est que depuis la fin des années 90 ou début 2000, Greenpeace a touché 62 millions d'euros de la part de la National Postcode Lottery. Donc on peut dire loterie nationale de la Poste ou quelque chose dans le genre. On peut se dire c'est public, vu que le terme est national. Mais non, en fait c'est un trust. Et c'est là que c'est malin aussi de la part de Greenpeace, c'est-à-dire Greenpeace met un point d'honneur à ne pas se faire financer, contrairement à d'autres comme le WWF, par des entreprises. Mais, comme on l'exposait avec Pierre-Yves en introduction, dans la guerre économique, c'est plus subtil que ça. Vous avez des trusts caritatifs qui représentent des acteurs économiques ou qui agissent dans leur intérêt, qui se présentent comme indépendants. Mais ce n'est pas le cas. Je vais prendre un exemple qu'avait donné Yann Giron. Vous avez, par exemple, la Gordon and Betty Moore Foundation, qui travaille à favoriser la financiarisation des services écosystémiques et à créer des aires marines protégées sans pêche, qui fait beaucoup de lobby pour ça. Et c'est ce qu'on appelle la finance bleue. Mais dans les fonds marins, il y a beaucoup de minerais qui servent à la micro-informatique. Donc vous allez me dire quel est l'intérêt. C'est que Gordon Moore n'a pas qu'une fondation, c'est aussi le cofondateur d'Intel, une des plus grosses entreprises de micro-informatique. Là, vous voyez le lien directement qu'il peut y avoir. Je ne parlerai pas du premier cas que j'ai traité dans le bouquin, mais qui concerne le pétrole. Mais vous voyez aussi des choses comme ça avec Greenpeace au Canada, dans le cas des schistes bitumineux. Et cinquième cas, une cinquième section que j'ai analysée, j'ai pas fait de graphe parce que le rapport qu'ils appellent rapport d'impact ne permet pas de réaliser de courbe, c'est la Grande-Bretagne. Je dirais deux choses. Ils ont un Greenpeace Environmental Trust qui finance des autres ONG.
Et ils ont aussi un blog qui s'appelle Greenpeace Energy Desk. Ça, j'en parle juste parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est que leur fondateur, c'est pas marqué sur le site, mais c'est sur son profil LinkedIn, a co-créé quelque chose qui s'appelle Public Business Media, dont les deux principaux partenaires sont deux ONG qui sont largement financées par Soros. Ça fait du bien de le dire. Les dépenses de Greenpeace Worldwide. La courbe rose, c'est pas les campagnes. C'est l'argent dépensé par Greenpeace dans les levées de fonds. Dit autrement, Greenpeace dépense énormément d'argent pour rapporter encore plus d'argent. C'est là où il dépense le plus d'argent. En 2015, c'était 117 millions d'euros sur 340 millions de recettes, ce qui est énorme. La deuxième courbe, c'est les frais administratifs, et la petite courbe violette qui dépasse la bleue, ce sont les frais médias et communication. Mais au total, donc je vous montre cette courbe pour mettre en comparaison avec l'autre, pour montrer aussi la dynamique de croissance comparée avec Greenpeace International qui a lieu avec Greenpeace depuis plusieurs années. Donc, loin d'être moribonde, Greenpeace est au contraire en pleine croissance. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés au salon ProDurable, mais je suis allé demander à ce salon à 2-3 personnes que je croisais, et Greenpeace a toujours une bonne aura aujourd'hui. Donc, ils sont pas du tout éteints, et je dirais qu'ils viennent presque de plus en plus puissants. Et au total, en 2015, les dépenses de Greenpeace qui n'étaient pas attribuées aux campagnes, c'était 62%. Bref, il y a presque 2/3 des dépenses de Greenpeace qui ne concernent pas les campagnes. Je vais passer au plus marrant. Donc maintenant, seconde partie de l'intervention, sur les guerres de l'information. Je traiterai le troisième, qui nous concerne vivement. Et dans chacun de ces cas, j'ai traité en 3 temps. Donc la forme, c'est-à-dire la forme que prennent les attaques de Greenpeace. Est-ce qu'ici, plus d'entreprises que d'autres? Comment ils attaquent? Le fond, parce qu'en général, ils font quand même des rapports. Il y a quand même des rapports assez fouillés de Greenpeace. Il y a des rapports qui sont... alors sérieux, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas la compétence pour le dire, mais qui sont en tout cas très travaillés. Et bon, c'est aussi les arguments qu'ils mettent en avant à partir de chiffres, à partir d'experts qui sont sollicités, indépendants ou non. Et vous avez ce que j'ai appelé le double fond, donc qui est très classique en guerre économique. Donc le double fond comme une valise de double fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'ici, Greenpeace n'est pas l'arbre qui cache la forêt étant d'autres acteurs qui peuvent trouver intérêt à des opérations de déstabilisation? Et double fond avec un S, c'est bon, globalement, est-ce qu'il y a des mecs qui injectent du pognon derrière pour que Greenpeace joue le mercenaire vert? Bon, je pense que vous avez une petite idée de la réponse. Rapidement sur la forme. Peut-être que certains d'entre vous ont une autre date antérieure, mais la plus ancienne attaque que j'ai trouvée de Greenpeace contre le nucléaire, contre EDF, avec Areva et la Cogema, remonte à 1999. Je donne cette date puisqu'elle sera très importante pour la suite du cas, pour plus tard. Ensuite, il y a des militants qui ont investi la future centrale de Penly en 2003, en disant avec l'éolien, nous aurons plus d'emplois, plus d'électricité et pour moins cher. En 2004, ils ont lancé une campagne EDF demain j'arrête. En 2005, les militants ont investi la plateforme pour la centrale de Flamanville. En 2007, libéralisation du marché de l'électricité. Donc Greenpeace lance le comparateur EcoloWatt pour analyser la performance environnementale des fournisseurs d'électricité. Et Greenpeace a dit, mais la meilleure initiative, c'est Enercoop. C'est la meilleure, sachant qu'elle a co-créé Enercoop aussi. Plein conflit d'intérêts. En 2009, il y a eu un procès, puisque EDF a espionné Greenpeace. Ça a été assez rocambolesque, mais Greenpeace a gagné le procès. Parce qu'il y a en effet eu espionnage. Et par la suite, bon, il y a eu différents types d'attaques sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir. Vous avez eu différentes occupations, et à chaque fois, c'est la pure guerre de l'information. Et on revient à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que celui qui prend l'initiative de l'attaque est l'acteur puissant, est l'acteur qui a l'avantage. Quand Greenpeace entre dans le périmètre d'une centrale nucléaire et dit « nous avons atteint une zone vitale », EDF, mollement, dit « mais non, c'est pas vrai ». Et ensuite, l'autre « oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai », ça continue comme ça. Mais le truc, c'est que vous allez penser quoi? Vous allez vous dire « mais ah oui, en effet, peut-être qu'ils les ont, peut-être qu'ils sont entrés. Et si EDF dit non pour se couvrir? Et s'ils étaient vraiment entrés? Et si c'était des terroristes? Qu'est-ce qui se passerait? » Et les mecs d'EDF répondent « mais on sait que ce sont des militants de Greenpeace, donc on les laisse aller faire leur cycle, et puis ensuite on les sort. » Bon, le problème, c'est que si des terroristes décident de s'habiller en militants de Greenpeace, là, ça va poser problème. Et vous avez peut-être entendu la députée LREM qui s'est fait tacler récemment, et qui a été menacée de procès par le président de Greenpeace France, parce qu'elle a dit « faudra tirer sur le mec de Greenpeace qui entre dans les centrales, quand même, c'est niveau sécurité. » Et le directeur de Greenpeace France, Julliard, a dit « c'est l'incitation au meurtre ». Alors qu'elle a dit « non, ce sont des tirs d'immobilisation ». Mais probablement qu'avec des tirs d'immobilisation, ça permettrait de voir si ces centrales sont vraiment sûres. Je vais passer au fond. Sur le scénario de transition énergétique.
C'est ce qui me semblait le plus fouillé que j'ai préféré analyser. Donc vous voyez ici les deux objectifs qui sont affichés par Greenpeace. J'ai mis en note qu'ils disent que cette transition ne doit pas créer de nouvelles tensions sur l'environnement. On va pouvoir le mettre en perspective avec leur présentation des faits. Je rajouterai aussi, ça c'est un point méthodologique qui me semble important pour, à chaque fois que vous allez chercher un rapport ou autre, il y a les deux petits organismes ici que vous ne voyez pas. Il y a l'EREC et le GWEC. Donc EREC, European Renewable Energy Council, et GWEC, Global Wind Energy Council. Bon, c'est le business éolien et c'est le business des industries renouvelables. Ils sont d'ailleurs à Bruxelles, domiciliés rue d'Arlon, juste à côté de la Commission européenne pour le lobbying. Et ils ont donné on va dire, l'approbation pour les conclusions du rapport, et ils ont aussi aidé au rapport. Donc là, niveau indépendance, Greenpeace travaille avec des acteurs énergétiques. Donc est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? Dans quelle mesure ils se sont fait influencer? Ça, on ne sait pas trop. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux organismes ont souvent collaboré avec un mec qui s'appelle Sven Tesk, qui est le cofondateur d'une branche qui s'appelle Greenpeace Energy, dont je vous parlerai amplement puisqu'elle sera, ça me semble être le point le plus important de la présentation que je vous fais. Et voilà. J'ai pas analysé toutes les énergies. Même dans le livre, j'en ai analysé 4. Je me suis pas concentré sur la biomasse, par exemple. Mais je suis revenu sur quelques énergies que Greenpeace met en avant pour la transition énergétique. Vous connaissez sûrement les voitures électriques. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a pas mal de critiques qui sont dessus. Il y avait... comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Dommage. Au salon Pro Durable, il y avait le directeur général adjoint de la Poste qui est dédié au service, aux courtiers et aux colis. Et une personne lui a demandé oui monsieur, c'était ce qui s'affichait sur l'écran, des questions en direct. Voilà, les voitures électriques se posent problème, il y a notamment de l'extraction de cobalt, c'est pas très propre, qu'est-ce que vous en dites? En fait, le mec est complètement botté en touche quand on lui a demandé de répondre à la question. Et le truc, à propos en effet de cette extraction de matériaux, c'est que, par exemple les batteries de voitures électriques, elles sont extraites, enfin elles ont besoin de lithium. Le lithium s'extrait où? En Argentine, en Bolivie, au Chili essentiellement, enfin en Amérique latine. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Des dépôts de lithium cancérigènes, une pollution des sols, une pollution des eaux. Il y a pas mal d'animaux qui en crèvent aussi, ça modifie les couloirs naturels, et l'agriculture n'est plus vraiment possible, donc il y a des populations qui sont complètement déportées dans les villes, où elles ne peuvent plus faire d'agriculture, mais où elles doivent prendre, avec les conditions de vie qui vont avec, les boulots qu'elles trouvent. Et dans son rapport, Greenpeace n'en donne pas un seul mot, quoi. En plus de ça, il y a le site ConsoGlobe qui avait cité l'Université des sciences et techniques de Norvège, qui avait souligné que, à cause des matériaux qui sont nécessaires à la confection des batteries, les véhicules électriques sont 2 fois plus polluants que les véhicules thermiques. À côté, vous avez Stéphane Lhomme, qui est directeur de l'Observatoire du nucléaire, pas un grand fan du nucléaire, même si là on parle d'autre chose, qui lui dit bon, ça se vaut, mais le véhicule électrique c'est décevant par rapport à ce qu'on pensait. Et vous avez l'ADEME, qui en 2012 a fait une étude comparative, vous pouvez retrouver les tableaux sur son étude de 2012 sur internet, pour comparer la performance énergétique, et on va dire le respect de l'écologie ou de l'environnement, entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Et c'est pas forcément le véhicule électrique qui est le plus efficace, bien au contraire. Il est que plus tard, après avoir roulé quelques dizaines de milliers de kilomètres. Mais pas un mot de la part de Greenpeace. Pourtant, ça fait des tensions sur l'environnement. Les écrans LCD, donc les écrans plats. Greenpeace dit qu'il faut développer leur production pour optimiser les consommations d'énergie. Le petit X, c'est que pour les produire, ça passe par le trifluorure d'azote. Et les accords d'Urban de 2011 ont dit le trifluorure d'azote, il faut l'ajouter à l'annexe A du protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre. Donc ce qui a été fait, on peut vérifier dans l'annexe A du protocole. Et en plus de ça, pour les faire, on a besoin d'indium. Et l'indium, d'après une liste établie par la Commission européenne en mai 2014, est ce qui s'appelle un matériau critique, c'est-à-dire en sacrée voie de raréfaction. Et on s'en sert aussi notamment pour les LED. D'ailleurs, petite info, c'est que le Rainbow Warrior 3, le gros bateau de Greenpeace, utilise des LED très puissantes. Les panneaux solaires, donc la plupart sont photovoltaïques. Ils sont composés de cellules en silicium. Donc qui dit silicium dit raffinage dans les carrières de silice, donc polluantes. Les usines qui raffinent fonctionnent au charbon, donc l'énergie la plus polluante. Et à côté de ça, le raffinage est quand même assez dangereux, ce qui est normal, c'est des procédés industriels, c'est juste que Greenpeace ne le présente pas comme ça. Alors que pour avoir un point de vue équilibré, il faudrait présenter les avantages et les inconvénients pour pouvoir en discuter assez librement et voir ce qui serait le meilleur. Et
le raffinage peut entraîner la silicose qui peut dégénérer en tuberculose et en cancer. Et au niveau de la production, donc ça prend beaucoup de produits chimiques, d'eau, et puis il y a, je crois que c'est Eric Drezet, qui est chercheur au CNRS, qui a dit que pour 1 kg de silicium produit, il faut 280 kg de produits chimiques. Dernier, qui me semble le plus intéressant, puisqu'en plus c'est en plein dans l'actualité, et Greenpeace le met énormément en avant, je pense que vous comprendrez pourquoi à la fin du cas, c'est l'éolien. Donc, qu'est-ce que l'éolien? Alors au départ, ça fait super sexy, on se dit l'éolien, le dieu éole, le vent, c'est très onirique. Le truc moins sexy, c'est que le vrai nom, c'est aérogénérateur. Donc, aux États-Unis, ils ne se sont pas embêtés, hein, c'est wind turbine, tout simplement. Ça se compose, là je m'appuie sur les travaux de Jean-Luc Butré, donc, qui préside la Fédération Environnement Durable, qui regroupe des pro-nucléaires, des anti-nucléaires, mais qui ont tous en commun d'être anti-éoliens. Et qui disent, le socle se compose de 1500 tonnes de béton pour la dalle. Ensuite, le mât, bon, vous avez de l'acier, ça dépend, et du béton, ça dépend de la taille. Elles font peut-être une centaine de mètres. Et la plus grande au monde que j'ai trouvée, j'avais cherché, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, c'est une qui est développée par Vestas en Grande-Bretagne, dont je reparlerai, qui fait, je crois... Ah non, c'est pas en Grande-Bretagne, excusez-moi, la plus grande est en Allemagne, c'est 264 mètres. Les hélices font en général 50 mètres, c'est-à-dire bon, en diamètre, il y a 3 hélices, ça fait 100 mètres de diamètre. Elles fonctionnent entre 11 et 90 km/h, et ensuite elles sont arrêtées pour des questions de sécurité. Et qu'est-ce qui prend le relais? Je vous le donne en mille, ce sont des centrales thermiques qui fonctionnent donc au charbon. Et ce qui est encore plus polluant, c'est qu'elles ne fonctionnent pas de manière régulière, mais elles fonctionnent par à-coups, puisque ce sont des centrales d'appoint. Ce qui veut dire que plus on aura d'éoliennes, plus il faudra construire de lignes de tension, et plus il faudra construire de centrales thermiques derrière pour assurer le fonctionnement. Ensuite, qu'est-ce que ça va coûter? Greenpeace a dit que les coûts de l'éolien vont baisser dans son rapport. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Puisque le syndicat des énergies renouvelables a dit qu'au contraire, que entre 2013 et 2014-2016, le coût par mégawatt-heure a augmenté de 5,5%. Donc c'était ici une mauvaise information de la part de Greenpeace. Si on met en perspective avec le nucléaire, combien faut d'éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire? Alors déjà en termes de puissance, il y avait RTE, les réseaux de transport d'électricité en 2014, qui ont dit le nucléaire continue à produire 77% de la production d'électricité nationale. L'éolien c'était 3% et le photovoltaïque c'était 1%. Et pourtant à l'époque on avait 5500 éoliennes sur le territoire et réparties sur 820 sites. Et en suivant le modèle de Greenpeace, ça voudrait dire que d'ici 2025, si on écoute Greenpeace, il faudrait 55 000 éoliennes sur le territoire. Bon. Donc combien pour remplacer? Alors il y a le site éthicologique.org qui est assez favorable à Greenpeace, qui dit que les éoliennes seraient capables d'une puissance de 5 MW. Mais d'après France Énergie Éolienne, c'est plutôt 2,27 MW. La plus grande, la plus puissante, ce serait Vestas, avec 3,3 MW. Donc si on modifie un petit peu les calculs d'éthicologique, ça veut dire qu'il faudrait, en nous fondant sur ces calculs, 1500 éoliennes pour une centrale. Donc on est loin des chiffres annoncés. En plus, il y a Jean-Luc Butré qui précisait que la centrale de Civaux à elle seule avait fourni 5% de l'électricité nationale. Ce qui fait presque 2 fois plus que ce qu'ont fourni les 5500 éoliennes présentes. Et ce que dit Butré ailleurs, dit mais il y a... Que vaut vraiment le nucléaire en termes de pollution? Il s'est appuyé sur des ONG environnementales, donc Germanwatch et le Climate Action Network, dont Greenpeace est membre. Il a repris le Climate Change Performance Index pour les pays du G20. Et on voit que, alors, l'indice dit il n'y a pas de podium. Il n'y a pas de podium parce qu'on considère qu'aucun pays n'en fait assez. Donc le 4e est le premier, et on voit que c'est la France, malgré le nucléaire. Et le modèle de Greenpeace, l'Allemagne, se retrouve seulement 29e. En parallèle, Greenpeace dit mais le nucléaire c'est dangereux à cause des déchets, ce qui est vrai. Ce que dit pas Greenpeace, c'est que les déchets qui sont dangereux en fait représentent seulement 0,2% de la production nucléaire. Ça c'est, j'ai trouvé ça sur le site Connaissance des énergies, qui est un site très complet sur les différentes énergies. Et les déchets à durée de vie moyenne représentent 3,1%. On arrive à en recycler certains, mais on n'arrive pas à tout recycler pour le moment. Et en dernier lieu, vous avez
Hervé Niffnecker, qui dirige l'ONG Sauvons Climat, qui s'est appuyé sur une étude, je crois, du Potscherer Institute, pour évaluer le taux d'émission de CO2 durant le cycle de vie d'une de ces énergies. Le milieu, c'est l'hydroélectricité, mais hélas, on n'est pas en Islande. Ensuite, c'est le nucléaire. Vous voyez que l'éolien arrive après. Bon, le pire, c'est évidemment le charbon, ce qui sert d'appoint, je le rappelle, aux éoliennes. Et en plus de ça, Niffnecker disait également qu'il faut 4 à 5 fois plus d'acier et 6 fois plus de béton pour construire une proportion d'éoliennes qui correspond à la taille d'une centrale nucléaire. Sachant qu'aussi une éolienne a 25% de facteur de charge, un EPR à 90%, et une éolienne dure 20 ans, tandis qu'un EPR, ça durerait 60 ans. Fait suivant, qu'en est-il de l'indépendance énergétique ? Greenpeace, dans le rapport, dit « Nous sommes donc toujours aussi dépendants de l'extérieur pour nos ressources énergétiques. Seul le recours aux énergies renouvelables nous permettrait d'être autonomes, mais le lobby nucléaire se garde bien de le reconnaître. » Donc c'est vrai qu'on importe l'intégralité de notre uranium. Avec Areva au Niger, on importe 40% de notre uranium. Mais le truc, c'est que nulle part sur son site, Greenpeace parle du néodyme. Puisque elle dit « Avec les énergies renouvelables, nous serons indépendants », mais ce n'est pas du tout le cas. Puisque le néodyme, c'est une terre rare, 97% des terres rares sont importées de Chine. Et le néodyme, c'est ce qui sert à faire les aimants des éoliennes. Buttery dit que pour une seule éolienne offshore, il faut 600 kg de néodyme pour faire l'aimant. Donc vous imaginez, Vestas par exemple a installé près de 60 000 turbines éoliennes dans le monde, c'est pas le seul, mais c'est le principal constructeur. Donc vous imaginez combien il faut de néodyme. Et ce que je vous montre ici, c'est pas un champ d'exploitation pétrolière, c'est le lac Baotou, donc province chinoise de la Mongolie intérieure, qui a été nommé en 2015 le lieu le plus pollué au monde, à cause de l'extraction de néodyme qui sert à nous faire des éoliennes toutes propres en Occident. Il y a le Daily Mail qui a réalisé une enquête en immersion dans les usines où c'est raffiné, et donc l'air est chargé de soufre, il y a des jets d'acide, des jets de lave. Les villages à côté, le taux de cancer a explosé, il y a de l'ostéoporose, il y a des gamins qui naissent avec les os poreux, il y a des cancers, les cheveux qui tombent, les dents qui tombent, bref, c'est pas du tout le top. Et la seule personne de Greenpeace qui en a parlé s'appelle Jimmy Choi de Greenpeace China, mais ça n'a pas été repris par Greenpeace International ni par aucune des sections de Greenpeace. Voilà pour les tensions sur l'environnement. En dernier lieu, est-ce que c'est une énergie démocratique ? En 2010, Greenpeace disait « L'Europe est à un croisement et nous refusons de laisser le lobby nucléaire dicter notre futur énergétique sans tenir compte de l'opinion, de l'environnement et de la sécurité du peuple. » Donc Greenpeace présente l'éolien comme émanant de la sécurité civile, ce qui n'est pas du tout... Enfin, je ne sais pas vous, mais on ne m'a pas sollicité pour savoir si je voulais de l'éolien. Et a priori, dans les communes où ça se fait, les gens ne sont pas vraiment sollicités d'une manière équilibrée. Il y a beaucoup de scandales, notamment de corruption, de la part de promoteurs éoliens. Vous pouvez retrouver les articles de presse sur le net. Et un élu qui accepte d'avoir des éoliennes dans sa commune peut avoir, de mémoire, je ne veux pas dire de faux chiffres, peut avoir jusqu'à 100 000 euros par an pour la commune. Mais le truc, c'est aussi que... est-ce que c'est démocratique, c'est-à-dire est-ce que c'est pour le bien général, est-ce que c'est pour le bien de tous ? Petite capture d'écran de l'augmentation de la CSPE, donc contribution au service public de l'électricité d'EDF. Vous voyez comment ça a augmenté depuis janvier 2004. En 2015, Capital avait fait un article où il montrait qu'entre 2002 et 2015, la CSPE a augmenté de plus de 550%. C'est-à-dire que EDF doit racheter l'électricité aux fournisseurs d'énergie renouvelable et à un prix qui arrange ses fournisseurs. Donc ça se répercute notamment sur les prix, ça fait des charges en plus pour EDF, donc ça les tape aussi au niveau budget. Et en plus de ça, à cause de la loi NOM, donc une loi européenne, de 2010, EDF a dû céder 25% de sa production de nucléaire à d'autres fournisseurs d'énergie et doit vendre à bas coût son énergie, et même ils vendent à perte d'après ce qu'ils disent. À cause de ça, EDF se trouve en difficile situation financière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2015, l'entreprise a été complètement giclée du CAC 40 et a rejoint maintenant le CAC Next 20. Donc Greenpeace en rajoute une couche en disant, vous voyez, ils sont pas du tout rentables, c'est un modèle qui ne va pas, ils sont en faillite économique. Mais Greenpeace ne dit pas que c'est notamment en raison du lobbying que des organisations de ce genre font et à cause de la CSPE et de la loi européenne. Et ensuite, est-ce que c'est moins cher ? Je vous renvoie à Eurostat. Vous voyez, non, vous voyez pas. C'est que les deux pays les plus chers d'Europe en termes d'électricité sont deux pays passés à la transition énergétique, c'est le Danemark et c'est l'Allemagne. Donc voilà pour cette électricité verte qui bénéficie même aux plus pauvres. Et je terminerai sur les accidents et les effets sanitaires qui sont sûrement, du point de vue humain, ce qu'on peut reprocher le plus à l'éolien. Il y a de plus en plus de travaux qui sortent dessus, malgré des négations
d'acteurs économiques de l'éolien et puis notamment d'organisations comme Greenpeace. Déjà, il y a les accidents. Greenpeace a dit oui, mais depuis 2000, il y a 1200 accidents dans les centrales nucléaires. Et l'autorité de la sécurité nucléaire a dit mais attendez, vous pouvez pas dire ça, le nombre d'accidents n'a rien à voir avec la gravité de l'accident, hein. Ça peut être un boulon qui lâche sur un truc bénin. Et là, le site Windwatch, on va faire comme Greenpeace. Le site Windwatch a recensé les nombres des accidents qu'il y a avec les éoliennes. Ils ont arrêté leur fichier en, je crois, juillet 2014. Il y avait 1667 accidents à cette époque-là. Ils continuent sur leur site, mais le fichier a été arrêté. Donc il y a eu des techniciens qui sont morts, il y a eu des animaux qui sont, un nombre incalculable d'animaux qui a été tués, des départs d'incendie, des failles techniques. Et vous avez surtout cette étude de la Clinical Review de la Royal Society of Medicine britannique qui s'est intéressée aux effets des infrasons. Les infrasons qui sont produits par les pales qui tournent et qui impacteraient la santé des riverains. Donc plusieurs types de conséquences, des conséquences cardiovasculaires, sur le plan cognitif, sur le plan comportemental, sur l'homéostasie, vraiment des problèmes généraux. Ça a été reconnu au Portugal en 2013, en Allemagne en 2015, et il y a même Pacifica Hydro, qui est une entreprise, qui est une filière éolienne, qui a envoyé 2 techniciens pour voir ce qu'il en était sur site, et les 2 techniciens eux-mêmes ont reconnu qu'ils avaient subi les effets des infrasons. Et si vous voulez, vous avez un reportage, je pense cette fois vraiment indépendant, suisse, qui est sorti, qui s'appelle Éolien, un ami qui vous fait du mal, d'un abolyme, et qui expose dedans une vidéo d'un agriculteur australien qui montre que depuis qu'il a une éolienne à côté de son champ, il n'y a plus de jaune d'œuf dans les œufs de ses poules. Et Bélim, il dit, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque, par exemple, d'imaginer ce qui se fait sur une femme enceinte, avec les infrasons? Est-ce que vous ne sauriez pas prendre le risque? Je vais passer au double fond. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Donc, oui. C'est que je devais vous reparler de l'Allemagne. Et c'est un peu comme Soros, Greenpeace, décidément. C'est qu'il y a une main droite qui fait des activités d'ONG et la main gauche qui fait du business. Donc pas du business au sens où on file du pognon à l'ONG et qui fait ensuite campagne. Je parle vraiment d'une branche business. Et je vous reparle de 1999. En Allemagne, en 1998, Greenpeace et d'autres font campagne en faveur de la libéralisation du marché de l'électricité. Ce qu'ils obtiennent. Et en octobre 1999, donc la même année que la guerre de l'info commence contre Areva, la Cogema et EDF en France, se crée Greenpeace Energy, une coopérative qui fournit de l'électricité verte et du gaz. Aujourd'hui, elle vend pour plus de 100 millions d'euros d'électricité verte et de gaz. Elle a 130 000 clients, dont 9 400 clients industriels. Et elle emploie presque 80 employés. Et son modèle se compose à 98% d'hydroélectricité de mémoire et seulement moins de 12% d'éolien. Et en parallèle, Greenpeace Energy, une filiale très importante qui s'appelle Planète Énergie et qui est opératrice de parcs éoliens. Sachant que Greenpeace Energy a créé, je crois, 10 parcs éoliens et 3 centrales photovoltaïques. 3 centrales électriques propres, excusez-moi. Et en parallèle, Greenpeace Energy est partenaire d'autres initiatives, par exemple avec l'entreprise Wolby pour des recharges pour voitures électriques, ce qui représente un vrai enjeu, et c'est pour ça que c'est important pour eux de lutter contre le nucléaire, puisque un EPR pourrait théoriquement fournir 326 millions de recharges par an, c'est-à-dire 900 000 par jour, ce qui est au-delà de tout ce que peut fournir des bandes comme ça. En parallèle, ils sont partenaires d'une appli mobile qui s'appelle Plugsurfing, qui fournit des lieux de recharge de voitures électriques en Europe, et d'une autre entreprise qui s'appelle Cambio, qui fait du covoiturage électrique. Ils sont partenaires de l'association des bio-hôtels, 90 hôtels en Allemagne, et c'est Greenpeace qui fournit l'électricité verte à ces bio-hôtels. Ils sont partenaires de Simon Energy aussi, qui est un fournisseur de panneaux photovoltaïques, et qui est une filiale d'Ocostrom, un acteur de l'éolien, dont j'en parlerai très brièvement après. Et Greenpeace ne se contente pas de faire ça, ils sont aussi très offensifs. Ils ont fait un blog qui s'appelle No Point, en opposition à l'EPR qui est un peu au centre des débats dernièrement, en Grande-Bretagne, et qui est dirigé par EDF. C'est un projet d'EDF, le projet Hinkley Point C, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc Greenpeace a fait un blog qui s'appelle No Point, et là où j'ai été très surpris, c'est que je pensais que, comme en France, déjà c'est important, en France, Greenpeace attaque ce projet, mais dit c'est un danger pour l'environnement, et en plus EDF est en faillite économique. Et Greenpeace Energy, c'est pas du tout le même discours. Ils ont porté plainte auprès de la Commission européenne, contre la Commission européenne, je sais plus,
parce que la commission a accepté de donner des fonds pour aider ce projet. Et ils n'ont pas dit c'est dangereux pour l'environnement, EDF est en faillite, ils ont dit ça va fausser la concurrence dans l'Union européenne. Et dit autrement, un peu plus loin, il dit ouais, ça va niquer notre business, quoi. Et ils se sont fait retoquer pour plusieurs arguments. La commission dit votre présentation des faits est biaisée. Ça va peut-être vous impacter vous, mais ça ne veut pas dire que ça va impacter tout le business énergétique. Vous généralisez votre cas. Et en plus, vous êtes en Allemagne, c'est en Grande-Bretagne. Vous n'êtes même pas un pays limitrophe, donc vous n'avez même pas votre mot à dire sur cette question-là. Et c'est là justement on peut se dire, mais comment ça se fait justement qu'ils soient en Allemagne et qu'ils essaient de faire capoter un projet qui a lieu en Angleterre, en Bretagne. Et c'est là qu'intervient un peu le double fond. Et que Greenpeace Énergie travaille avec d'autres acteurs, des acteurs de l'éolien. Planète Énergie a des partenaires, donc il y a Økostrom, dont j'ai rapidement parlé, et on va se concentrer sur Vestas, donc le numéro 1 mondial de l'éolien. Sachant que Greenpeace Énergie, ou Planète Énergie, est opératrice de 4 parcs éoliens de Vestas. Le truc, c'est que Vestas, il y a quelques années, a failli complètement se casser la figure. Ils commençaient à licencier, ils étaient dans une situation économique vraiment difficile. Et Greenpeace a fait un rapport, suite à Fukushima, à destination du Japon. Ça s'appelle Beyond Nuclear, c'était en février 2013. Et dedans, il disait, il demandait une libéralisation du secteur de l'électricité et de l'énergie, décidément. Et à un endroit, il disait, mais pourquoi, par exemple, EPCO, qui est une filière de Mitsubishi Heavy Industries, ne ferait pas une joint venture avec, s'associerait pas avec Vestas, qui est un fournisseur reconnu mondialement de l'éolien. Et bingo, en avril 2014, et pas en octobre 2013, comme j'ai mis dans la version initiale de mon rapport, cette joint venture se crée. Et je vous donne en mille pour voir où elle agit. Je vais sur le site de Vestas, MHI Vestas Offshore, je crois que ça s'appelle, vous pourrez le retrouver sur Internet. Voici où elle agit. Donc évidemment au Danemark, puisque au départ, Vestas est une multinationale danoise, mais aussi en Grande-Bretagne. Et c'est là que ça pose souci. La puissance théorique des éoliennes de Vestas qui vont être mises en fonction, de Vestas et MHI, du coup, Mitsubishi Heavy Industries, qui vont être mises en fonction cette année, en 2018, c'est 9,5 MW. Mais le truc, c'est qu'une centrale EPR, théoriquement, représente de la puissance de 2400 éoliennes dites classiques. Et si ça marche, le business de Vestas risque pas mal de se faire impacter. Et puis si la Grande-Bretagne est satisfaite et a envie de renouveler avec d'autres EPR, là, ça risque vraiment de poser des soucis économiques. Donc en guerre économique, comme vous le confirmerez Pierre-Yves, on fait gaffe. On ne parle jamais de preuves, on parle de faisceaux d'indices. Mais il y a quand même pas mal de faisceaux d'indices qui indiquent que l'intérêt de Greenpeace, c'est pas forcément la défense de l'environnement dans ce cas-là. Et ensuite, qu'en est-il en France de l'éolien ? Vestas, c'est le premier opérateur. Et on pourrait se dire, si la filière Greenpeace Énergie marche bien, et si Greenpeace arrive à convaincre la Grande-Bretagne, c'est mal barré, la Grande-Bretagne de mettre fin à l'EPR, il y aura peut-être des remerciements divers, ou s'il y a les parcs éoliens en France, pourquoi il n'y aura pas une filière de Greenpeace Énergie qui sera en France, ou qui se développerait aux États-Unis, puisque ça se développe aux États-Unis. Vestas, c'est 10,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Un peu moins en 2017 parce que Trump leur a un peu serré la vis aux États-Unis. Et voilà, le premier fournisseur c'est Vestas en France. Le deuxième, Enercon, Planète Énergie n'en est pas partenaire, mais quand même opératrice d'un de ces parcs éoliens Basse-Saxe. Et Senvion, le troisième fournisseur, est un partenaire de Planète Énergie. Voilà, je vous laisserai en tirer les conclusions. Puis pour terminer, on va dire les traditionnelles pistes pour se prémunir face aux dérives de Greenpeace. Donc on pourrait lui enlever, comme ailleurs, sa qualité d'association d'intérêt général, puisque là elle met quand même en danger l'environnement, comme on a pu le voir, et elle met en danger surtout la santé des populations, en refusant de dire qu'il y a des dangers avec l'éolien. Diligenter une enquête officielle sur Greenpeace et ses nombreuses contradictions. Avec le haut gouvernement, c'est quand même mal barré. Inciter les entreprises à communiquer, à poursuivre Greenpeace en justice quand l'ONG fait des attaques mensongères. C'est aussi pour ça que des ONG comme ça sont aussi puissantes. C'est que globalement, les entreprises baissent complètement leur froc devant Greenpeace, puisque Greenpeace c'est le bien, c'est le beau, c'est le vrai. Et surtout, si leurs entreprises se font taper, les mecs qui sont à la tête, ça va pas changer grand-chose à leur salaire, et puis les actionnaires, a priori, ils survivront. Mais si les entreprises qui se faisaient attaquer à tort décidaient de demander des condamnations judiciaires et des pénalités financières à Greenpeace, à mon avis, d'ici 2-3 ans, la situation de Greenpeace et sa réputation, ça deviendra un petit peu compliqué. Ensuite, un peu plus positif, il faut comprendre quand même que l'agit-prop, on ne peut pas tout le temps leur en vouloir. C'est-à-dire qu'une ONG, c'est quoi ? C'est une entreprise.
C'est-à-dire elle a un bilan comptable, elle paye des gens, elle doit tourner. S'il n'y a plus de pognon, il n'y a plus d'ONG, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de campagne. Donc parfois, elle doit faire de l'agite propre, mais alors que certaines travaillent de concert avec des entreprises pour améliorer un petit peu leur fonctionnement, comme quelqu'un me l'avait dit ailleurs. Mais elles sont obligées de faire parfois leur cycle pour dire, mais regardez, on agit. Et dans un monde qui est centré sur, ou moins notre société qui est centrée sur tout le buzz, la visibilité et l'instantané, ce qui n'est pas visible n'existe pas. C'est-à-dire que pour faire croire qu'on existe, on est obligé de faire du buzz, du visible et du coup un peu de cinéma. En dernier lieu, j'ai traité, j'ai pas traité de Greenpeace dans la globalité. Là, les cas que je vous ai montrés, alors les 4 cas avec les biais et puis les 3 gares d'information que j'ai traités, ça montre que Greenpeace, il y a pas mal de, ce qu'on dirait aujourd'hui, des fake news quand même. Mais il y a peut-être d'autres sujets où son travail est pertinent et où il faudrait peut-être la soutenir. Je ne les ai pas étudiés, donc sûrement. Merci pour votre attention.